contre la montre pour Benyamin Netanyahou. Annoncer qu'il a formé une coalition avant ce soir minuit. Les tractations vont bon train avec le parti Foyer Juif de Naftali Bennett, devenu le maître du jeu politique. Soupçon de frappe israélienne la nuit dernière au Soudan. Des armes livrées par l'Iran auraient été visées, mais aucune confirmation officielle. Le Soudan affirme avoir abattu un drone sans pilote. Élection législative cruciale en Grande-Bretagne demain, mais jamais depuis 40 ans l'issue du vote n'est apparue aussi incertaine entre conservateurs et travaillistes. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. On est à quelques heures de l'expiration du délai légal et Benyamin Netanyahou n'a donc toujours pas, pour l'instant, annoncé qu'il a réussi à constituer une coalition gouvernementale. Il est toujours en train de négocier, semble-t-il, avec celui qui est son allié naturel, le chef du parti Foyer Juif, Naftali Bennett. C'est là que les plus grosses difficultés semblent survenir. Marchandage, chantage, même parfois des manœuvres politiques de dernière minute, ce qui laisse augurer en tout cas de relations très tendues au sein de la future coalition qui devrait réunir à la fois les sionistes religieux de Foyer Juif et les partis religieux ultra-orthodoxes. David Klezewski. Chaque heure, chaque minute a compté aujourd'hui en Israël. Sur cette caricature, un duel entre Benyamin Netanyahou et le leader sioniste religieux Naftali Bennett. Pour former une coalition, les deux hommes n'avaient pas d'autre choix que de s'entendre avant 11h59. Faute de quoi, le président de l'État aurait été contraint de confier à un autre député la tâche difficile de composer un gouvernement. Depuis la défection surprise d'Avigdor Lieberman, qui siégera finalement dans l'opposition, la pression s'est accentuée. Le Likoud a jeté ses dernières forces dans les négociations avec les sionistes religieux. Des partenaires naturels de la droite, selon Benyamin Netanyahou, qui a pourtant tout fait pour limiter leur influence potentielle dans une future coalition. À quelques heures du terme, les pourparlers se sont focalisés sur le ministère de la Justice. Compromis de dernière heure, Ayelet Shaked, la star laïque du parti religieux, prendrait la tête de cette institution. Mais les prérogatives du ministère seraient moins étendues que prévu. La ministre n'aurait pas son mot à dire concernant la nomination des juges qui siègent dans les tribunaux rabbiniques, un enjeu qui a révélé une autre guerre d'influence, celle qui oppose les sionistes religieux d'un côté et les courants ultra-orthodoxes de l'autre. Les sionistes religieux estiment qu'ils ne sont pas assez représentés dans les institutions cultuelles du pays et ils se montrent parfois plus conciliants à l'égard d'autres branches du judaïsme plus libérales. Sur la plupart des sujets, Benyamin Netanyahou a répondu aux demandes des ultra-orthodoxes. Les lois sur le service militaire obligatoire emblématique du précédent mandat seront révisées, tout comme le texte sur les conversions. Mais avec les sionistes religieux, les relations pourraient se montrer plus tendues. Alors on va retrouver en direct de Jérusalem justement notre analyste politique Daniel Haïk qui se trouve bien à quelques mètres du bureau du Premier ministre. Bonsoir Daniel. Où en est-on? Est-ce qu'on négocie toujours là, notamment entre Netanyahou et Bennett? Oui, effectivement, on continue de négocier. Les deux équipes de négociateurs du Foyer Juif et du Likoud continuent à négocier. Il y a un acquis certain depuis le début de l'après-midi, c'est Ayelet Shaked, la numéro 2 du Foyer Juif, qui sera la prochaine ministre de la Justice. Alors effectivement, comme l'a dit David Klezewski dans son sujet, il y a un différend entre Naftali Bennett et Benyamin Netanyahou concernant les prérogatives dont disposera Ayelet Shaked pendant son mandat de ministre de la Justice. Naftali Bennett voulait un ministère avec les pleins pouvoirs. Il ne l'obtiendra pas. Il y a des pouvoirs qui vont échapper à Ayelet Shaked. Ayelet Shaked sera présidente de l'importante commission de nomination des juges, mais elle ne pourra pas présider, et c'est une nuance, la commission de nomination des juges des tribunaux rabbiniques qui devrait rester ou entre les mains du Likoud ou peut-être partir entre les mains du parti orthodoxe séfarade Chasse. C'est la principale pierre d'achoppement. Les deux équipes continuent de négocier. Il reste encore 4 heures
pour aller jusqu'au bout de ce délai. On estime qu'il y a 95% maintenant de chances que Benyamin Netanyahou puisse former sa coalition gouvernementale de 61 députés. Il devrait l'annoncer dans le courant de la soirée. On dit même peut-être même avant le début du match entre le Barça et le Bayern de Munich pour que Benyamin Netanyahou puisse se décontracter et aller voir ce match ensuite tranquillement. Bon, alors ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps à attendre. En tout cas, Daniel, une chose est sûre, c'est que Netanyahou, qui était sorti, on va dire, triomphant des élections, apparaît ce soir quand même affaibli. Oui, effectivement, on est d'un commun accord. Les observateurs affirment que Benyamin Netanyahou a raté le coche, on peut dire, au cours des 42 derniers jours, même des 50 jours qui ont passé depuis les élections du 17 mars. Rappelez-vous, au lendemain du 17 mars, Benyamin Netanyahou était un homme politique extrêmement fort. Il avait obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un Likoud très puissant avec 30 députés. Il lui aurait suffi de négocier en quelques jours, en 2 ou 3 semaines, comme cela est arrivé à de multiples reprises dans ce genre de cas, une coalition gouvernementale. Il avait ses 67 députés, il lui suffisait de conclure rapidement des accords de coalition. Il a péché par nonchalance, il a laissé traîner et il a laissé s'évaporer ce momentum qui lui était particulièrement favorable. Il a également péché par arrogance aussi envers Naftali Bennett. Il a mis de côté le foyer juif qui est son allié naturel et qui a aussi contribué à sa victoire puisqu'une partie de l'électorat de Naftali Bennett a voté en faveur du Likoud comme l'avait demandé Benyamin Netanyahou au cours des derniers jours qui ont précédé les élections. Et au lieu d'être récompensé, eh bien, Benyamin Netanyahou a mis de côté Naftali Bennett, a mis de côté son parti, il l'a méprisé jusqu'au dernier jour et n'a pas voulu signer d'accord de coalition. Et cela finalement s'est retourné contre lui puisque à la fin, sans avoir pu prévoir aussi la démarche d'Avigdor Lieberman, c'est aussi une erreur de Benyamin Netanyahou. Eh bien, cette démarche d'Avigdor Lieberman a offert à Naftali Bennett un atout de dernière minute qui lui permet d'obtenir un acquis certain sans précédent pour le foyer juif. Merci Daniel Haïk. On vous retrouve évidemment tout au long de cette soirée dès que l'annonce, la fumée blanche, comme c'est peut-être le cas dans l'élection d'un pape à Rome, pourrait survenir ce soir pour annoncer donc cette coalition. Et puis bien sûr, page spéciale dans 1 heure maintenant avec des invités et pour bien évoquer cette situation politique quand même difficile qui s'annonce pour Benyamin Netanyahou. En France, c'est le 3e anniversaire de son élection à l'Élysée qu'a célébré aujourd'hui François Hollande. Célébration discrète en raison de sondages toujours aussi mauvais pour le chef de l'État. Un apéritif avait été organisé à l'issue du Conseil des ministres ce matin. 3 mots-clés pour fixer le cap des 2 années restantes du quinquennat à l'heure aussi d'un premier bilan. Léa Berdugout. Ce mercredi, en Conseil des ministres, François Hollande ne s'est pas attardé sur son bilan, mais a tenu à se tourner vers l'avenir. Confiance, protection et progrès, 3 mots d'espoir, peut-être pour oublier 3 années difficiles. Car depuis le 6 mai 2012, les complications se sont succédées sur plusieurs points. Inverser la courbe du chômage, c'était la promesse de François Hollande, réitérée à maintes reprises. Il en a même fait une condition pour se représenter en 2017. Mais conséquence de la stagnation économique, le nombre de chômeurs a connu une hausse de plus de 17% en 3 ans. En mars dernier, près de 3 500 000 personnes n'exerçaient aucune activité en France métropolitaine. Municipales, européennes, sénatoriales et départementales, autant d'élections que de défaites pour les socialistes. Lors des municipales, l'UMP a arraché au PS une centaine de villes et dernier échec en date, les départementales où le FN renforce son ancrage local. Première loi qui a cristallisé une très grande opposition, le texte sur le mariage pour tous. Elle a provoqué de vives discussions à l'Assemblée et dans la rue avec le fameux mouvement de la manif pour tous. Également impopulaire, la loi Macron a battu des records en termes de nombre d'articles et d'amendements. Elle n'a pu être adoptée qu'avec l'article 49.3. Et enfin, le projet de loi sur le renseignement, même s'il a été adopté en première lecture, suscite toujours une très forte opposition. Si la situation à l'intérieur est quelque peu complexe, François Hollande peut compter sur sa politique étrangère pour redorer son blason. Le président a fait preuve d'un volontarisme diplomatique et politique qui lui a permis de peser dans le concert des nations. Sur le plan militaire, les opérations Serval et Barkhane au Mali ont fait de la France un pilote des actions anti-islamistes dans le pays.
Côté diplomatique, la France est montée au front sur le dossier du nucléaire iranien en adoptant une position plus dure que les États-Unis. À l'extérieur, le bilan est donc plutôt positif. Pas sûr cependant que cela suffise à convaincre les Français de réélire l'actuel président. Alors en ligne avec nous depuis Paris, le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Pascal Perrineau, que ce 3e anniversaire marque une rupture, une évolution dans le quinquennat de François Hollande qui a été entamé dans les difficultés, ou est-ce qu'on est toujours finalement sur le même élan négatif ? On reste largement sur un élan négatif. Les dernières enquêtes d'opinion montrent qu'aujourd'hui, 16% des Français font confiance au président de la République. C'est un record d'impopularité sous la Ve République. On disait déjà que Nicolas Sarkozy était impopulaire, mais 3 ans après son élection, il était environ à 14-15 points au-dessus du niveau aujourd'hui atteint par François Hollande. Cela montre l'ampleur de la crise de défiance. Cependant, le président tente un retour dans l'opinion, à la fois sur la scène internationale et sur la scène nationale, en étant davantage présent, en ciblant différents publics, particulièrement les jeunes, les électeurs de gauche déçus. Mais le travail de reconquête est un travail extrêmement long, extrêmement difficile, et le président compte être aidé par la conjoncture économique. En effet, quelques indicateurs montrent que la croissance est un peu plus prononcée que prévu. La parité entre l'euro et le dollar s'est améliorée. Les fournitures énergétiques pétrolières sont moins chères. Mais enfin, cela reste extrêmement fragile et ce président reste un président mal aimé. Alors justement, est-ce que dans l'histoire de la Ve République, François Hollande reste un cas à part, ou est-ce qu'on a déjà vu finalement des situations d'impopularité se retourner en fin de mandat et lui permettre peut-être de rattraper la situation pour 2017 ? Non, la situation pour un président, quand il atteint un tel niveau d'impopularité, est très difficile à inverser. On l'avait vu alors qu'il était moins impopulaire avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait tenté un retour en 2011-2012. Cela ne lui a pas permis d'emporter la présidentielle de 2012. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing, à un niveau pourtant beaucoup plus élevé, connaissait cependant quelques problèmes de popularité, en particulier à la fin de son septennat dans les années 80-81, il n'était pas parvenu non plus à revenir en grâce aux yeux des Français. Il avait été battu par François Mitterrand en 1981. Donc les perspectives pour le président sont compliquées, difficiles. Cependant, on connaît le tempérament du président français. C'est un tempérament optimiste, confiant et en particulier confiant en lui-même. Merci Pascal Perrineau, politologue. Merci pour ce commentaire en direct donc, à propos du 3e anniversaire de l'élection de François Hollande à l'Élysée. La polémique suscitée par le fichage des élèves à Béziers, eh bien, l'enquête ouverte hier par la justice a débouché aujourd'hui sur l'audition du maire de la ville, Robert Ménard, pendant plus d'1 heure au commissariat de police. Il a répété qu'il n'a pas fait de fichage selon lui, mais il reçoit également certains soutiens dans la classe politique, ce qui est nouveau depuis hier. Julia Ganancia. L'entretien a duré plus d'1 heure dans les locaux de la PJ de Montpellier. Et Robert Ménard se serait montré coopératif. Il faut dire qu'il risque gros. Une enquête préliminaire pour tenue illégale de fichiers en raison de l'origine ethnique a été ouverte à la suite de ses déclarations lundi soir sur le plateau de France 2. Ces chiffres, c'est ceux de ma mairie. C'est ceux de la mairie. Les chiffres, c'est les chiffres nationaux, là, pour le coup. On les a. Pardon de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms des enfants. Je sais que j'ai pas le droit de le faire. Les noms, c'est pas les professions. Face à ce tollé, Robert Ménard est revenu sur ses déclarations à plusieurs reprises et les contradictions se sont multipliées. Mardi après-midi, en conférence de presse, il tente de déminer l'affaire. Mais on n'a jamais rien conservé, madame. Vous croyez que j'ai là, dans mes papiers, la liste des enfants? Mais vous plaisantez, j'ai jamais rien conservé. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit, madame. Ces déclarations ont entraîné de vives critiques jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les propos du maire de Béziers relancent un débat récurrent. Le recours à des statistiques ethniques utiles contre les discriminations pour les uns, porteurs d'un danger communautariste pour d'autres.
Sur le plateau d'i24 News, Brice Hortefeux, ancien ministre, affirme que si l'initiative de Robert Ménard est maladroite, il faudra pourtant bien trouver une solution. Ce n'est pas la bonne méthode. Et pour autant, il ne faut pas balayer le sujet du recensement, de l'étude, de la meilleure connaissance. Et pour lutter contre la discrimination, il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Ce qui est certain, c'est que la connaissance permet l'amélioration et le progrès. Le mot n'est pas, évidemment, c'est pas une très belle sonorité, mais je suis pour une meilleure connaissance. La France, à l'inverse de la Grande-Bretagne et des États-Unis notamment, refuse les politiques ciblées, les quotas ou les statistiques ethniques au motif de traiter tous les citoyens à égalité. Le petit parti politique créé par les proches de Marine Le Pen a lui été mis en examen aujourd'hui en tant que personne morale. Il s'agit de Jeanne, nom utilisé donc par ce micro-parti pour le financement politique de la campagne de Marine Le Pen. Explication Myri Maman. Marine Le Pen est en déplacement à Prague pour participer à une conférence anti-européenne et anti-immigration. La présidente du FN a violemment attaqué les dirigeants européens dans ses déclarations, mais son programme est à nouveau perturbé par les problèmes de son parti. Son micro-parti Jeanne est en effet mis en examen pour escroquerie et acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale. Mais comme à son habitude, Marine Le Pen assure que tout va bien. Une mesure administrative parfaitement classique depuis que la loi a permis la mise en examen de personnes morales. Ce sont des choses qui sont dans la ligne, si vous voulez, attendue. Mais ceci ne démontre aucune culpabilité. Et je persiste à vous dire que nous n'avons strictement rien à nous reprocher dans le processus de financement des élections. L'enquête porte sur le financement des campagnes présidentielles et législatives 2012 et vise le FN, le micro-parti Jeanne, et la société Riwal. C'est de cette société dirigée par Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen, que Jeanne est soupçonnée d'avoir reçu un financement illicite. Jeanne aurait prêté des fonds aux candidats frontistes tout en leur fournissant des kits électoraux fabriqués par Riwal, un système en vase clos qui aurait pu permettre de pratiquer des surfacturations au préjudice final de l'État, puisque les frais de campagne sont remboursés. Après un 1er mai émaillé d'incidents, la suspension de Jean-Marie Le Pen du parti, les échanges musclés avec son père par médias interposés et la mise en examen de son micro-parti, on peut dire que Marine Le Pen a passé une semaine difficile. Bernard Tapie, lui, est mis en examen pour recel de détournement de fonds publics. Il s'agit du retournement de situation lié à l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais qui avait été annulé par la justice après que l'homme d'affaires ait touché plus de 400 millions d'euros. Il a déjà été mis en examen dans ce dossier pour escroquerie en bande organisée. En Grande-Bretagne, après les réjouissances de la naissance de la princesse Charlotte samedi dernier, les Britanniques sont appelés aux urnes demain. Élection législative cruciale pour l'avenir du royaume, mais qui, paradoxalement, n'ont pas réussi à captiver les citoyens outre-Manche. Johan Giametta. C'est une campagne qui ne mobilise pas les Britanniques. Ce jeudi, les 46 millions d'électeurs du Royaume-Uni sont appelés à élire un nouveau Parlement. Le Premier ministre conservateur David Cameron va devoir affronter le leader du Parti travailliste Amy Miliband. Et cette élection ne suscite pas l'engouement parmi la population, lassée de l'alternance perpétuelle entre les deux partis. Les Britanniques n'ont guère confiance en ceux qui se partagent le pouvoir en Grande-Bretagne depuis près d'un siècle. Eh bien, j'ai trouvé ça très ennuyeux. Ça m'a semblé très long. Je trouve la campagne intéressante parce que les extrêmes ressortent un peu plus des deux côtés du spectre politique. Mais en ce qui concerne les raisons pratiques pour lesquelles on vote, je ne vois pas de grande différence entre les conservateurs et les travaillistes. Les deux camps sont crédités d'un tiers des voix chacun selon une enquête d'opinion réalisée par la presse britannique. Des résultats qui, s'ils se confirment jeudi soir, ne permettront ni aux conservateurs ni aux travaillistes d'obtenir la majorité. J'ai l'impression que cela signifie deux choses. Non seulement les travaillistes et les conservateurs, les vieux partis britanniques meurent petit à petit. C'est quelque chose qui dure depuis 50 ans. Mais en plus de cela, les électeurs ne les croient plus. En fait, ils sont devenus tous impopulaires. Le parti vainqueur devra former une alliance avec l'une des trois formations minoritaires, les libéraux-démocrates en perte de vitesse ou les eurosceptiques de l'UKIP, dont les mauvais pronostics ne pourront permettre à leur chef, Nigel Farage, de peser sur la future coalition. L'arbitrage se fera peut-être du côté des nationalistes écossais, dont la leader n'a pas fermé la porte aux travaillistes en cas de victoire.
Alors on va rejoindre à Londres notre correspondante Ashley Chevalier qui va suivre ces élections pour nous. Bonsoir Ashley. D'abord, quelles sont les dernières tendances? Est-ce qu'on est toujours en vue d'un scrutin très serré? C'est même le scrutin le plus serré de ces 40 dernières années. Ed Miliband et David Cameron sont au coude à coude dans les sondages depuis le début de cette campagne. Et selon une toute dernière estimation tombée il y a un petit peu plus d'une heure, ils sont même à égalité parfaite avec 35% d'intention de vote chacun. Les Britanniques ont visiblement du mal à se décider entre un Premier ministre conservateur et impopulaire et un candidat travailliste qu'ils connaissent peu. Pour tenter de convaincre les indécis, David Cameron n'a cessé de mettre en avant son bilan économique, plus 2,6% de croissance, alors que le chômage est tombé à 6% ici. Des résultats que le Premier ministre a obtenu au prix d'un plan d'austérité aussi drastique qu'impopulaire. Les salaires n'ont pas augmenté. Du coup, les Britanniques ont le sentiment que leur situation ne s'est pas vraiment améliorée. Et c'est cet électorat qu'Ed Miliband a tenté de convaincre. Celui qu'on appelle ici Ed le Rouge promet un virage à gauche et la réduction des inégalités. Le problème, c'est que les électeurs ne le connaissaient pas il y a 6 mois et qu'ils le jugent parfois peu crédible. Bref, à moins de 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote, difficile de dire qui sera le Premier ministre vendredi. Alors du coup, Ashley, il faut s'attendre à voir les petits partis jouer un rôle dans cette élection. Effectivement, avec des intentions de vote aussi serrées, il est peu probable que l'un des 2 grands partis britanniques parvienne à obtenir la majorité au Parlement. Les travaillistes et les conservateurs vont donc devoir discuter et créer des alliances avec les petits partis pour créer ce qu'on appelle ici un gouvernement de coalition. Les petits partis ont donc les cartes en main, ils le savent depuis le début de la campagne. Les libéraux-démocrates, par exemple, avec qui David Cameron a créé un gouvernement de coalition ces 5 dernières années, UKIP, le parti anti-européen, mais surtout le SNP, les indépendantistes écossais ont véritablement tiré leur épingle du jeu pendant cette campagne. Ils sont en passe de remporter 50 des 59 circonscriptions écossaises. Pour vous donner une idée, en 2010, ils n'avaient remporté que 6 sièges à Westminster. Bref, vous l'aurez compris, le SNP se positionne désormais en faiseur de roi. Une belle revanche pour le parti indépendantiste écossais qui avait perdu le référendum de septembre 2014. Merci Ashley Chevalier, correspondante donc en direct de Londres. On vous retrouvera demain tout au long de la journée évidemment pour vivre donc ce scrutin qui s'annonce particulièrement serré. Voyons justement quels sont les principaux enjeux qui sont au cœur de cette élection. On a parlé beaucoup immigration et puis place de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Elsa Pariente. Les législatives les plus serrées depuis 41 ans. Un cadre tendu pour le duel Cameron-Miliband, encore 20% d'indécis et de dossiers clés dans cette campagne qui n'a pas agité les foules. Premier dossier, l'immigration. Conservateurs et travaillistes s'accordent sur un point, pas d'accès aux prestations sociales pour les immigrés européens. C'est aussi la place de cette nouvelle force de travail qui pose problème pour les travaillistes. Nous allons pénaliser la baisse des salaires ou la dégradation des conditions de travail pour les travailleurs locaux à cause de l'exploitation des travailleurs immigrés. C'est la bonne chose à faire pour les gens qui travaillent dans notre pays. Alors que le Royaume-Uni compte 8 millions d'immigrés, la position du Premier ministre sortant se veut plus tranchée. Contrôler l'immigration et ramener son niveau à celui des années 90, tel est l'objectif affiché par David Cameron. Une politique anti-immigration qui mène de front depuis plusieurs mois. Nous avons pris des mesures pour réduire les chiffres et nous attaquer aux abus concernant l'obtention de visas pour ceux qui viennent d'ailleurs que d'Europe. Nous avons imposé un cap annuel de 20 700 pour les migrations économiques. Nous avons fait de la Grande-Bretagne un endroit où il est beaucoup plus difficile d'exister en tant qu'émigré illégal. Deuxième dossier au centre de la campagne, l'Union européenne. La relation est tortueuse depuis des décennies entre la Grande-Bretagne et l'Union. Peur d'une perte de souveraineté, crainte vis-à-vis du couple franco-allemand. David Cameron veut obtenir un statut à part au sein de l'organisation régionale. Promesse de campagne du conservateur, tenir d'ici fin 2017 un référendum. Je pense que le peuple britannique mérite vraiment un référendum sur la question de rester ou non dans une Union européenne réformée. J'ai été très clair sur le fait que je ne mènerai pas un gouvernement qui ne tiendrait pas cet engagement. Conviction politique, mais aussi stratégie. Ce référendum est en effet une façon de satisfaire le parti eurosceptique UKIP dont les conservateurs pourraient avoir besoin en cas de formation d'une coalition. Concernant l'Europe, vision totalement opposée côté travailliste. Une sortie de l'UE serait un désastre pour Ed Miliband.
Notre futur à long terme réside à l'intérieur de l'Union européenne, pas à l'extérieur. Il ne peut y avoir de pire pour notre pays et pour notre commerce extérieur que de jouer à des jeux politiques avec notre appartenance à l'Union européenne. Le Brexit, surnom donné à cette éventuelle sortie britannique de l'Union européenne, ne serait pas sans conséquences pour le Royaume-Uni comme pour ses partenaires. Différentiel de PIB, perte d'attractivité de la place financière londonienne, le prix élevé du désamour européen que les Britanniques auront peut-être à payer. La Syrie est dans une rare apparition au public aux côtés d'orphelins de soldats syriens ce matin. Le président Assad affirme que son pays n'a pas perdu la guerre malgré les défaites enregistrées ces dernières semaines face aux rebelles. Une violente bataille s'est d'ailleurs engagée dans le secteur de Kalamoun, proche de la frontière entre la Syrie, le Liban et Israël. Maxime Pérez. Bachar el-Assad, accueilli en héros dans cette école de Damas. L'une de ses rares apparitions publiques à l'occasion de la journée des martyrs. Alors que son régime serait au bord de l'effondrement, que son armée ne cesse de perdre du terrain, le président syrien affiche une sérénité à toute épreuve. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une guerre. Et une guerre, ce n'est pas une bataille, mais une série de batailles. Nous ne parlons pas de dizaines ni de centaines, mais de milliers de batailles. Et naturellement, dans des batailles, il y a des retraites, des victoires et des pertes. Il y a des hauts et des bas. À ses partisans qui l'acclament, le président Assad a promis la reconquête prochaine de Jizr al-Shugur, ville stratégique du nord de la Syrie, prise par les rebelles le mois dernier. Mais la priorité du régime est ailleurs. Il s'agit de la région de Kalamoun. Dans cette zone montagneuse, à cheval entre le Liban et la Syrie, Damas s'en remet au Hezbollah. Depuis 2 jours, l'organisation chiite est harcelée par les djihadistes du groupe Jobat al-Nosra. En témoignent ces images du front diffusées par la chaîne de télévision Al-Manar. Des escarmouches qui auraient coûté la vie à près de 5 commandants du Hezbollah, plus que jamais pris dans le bourbier syrien, même si lui aussi inflige de lourdes pertes aux rebelles islamistes. Mardi soir, son chef, le cheikh Hassan Nasrallah, a promis que l'offensive tant attendue du Kalamoun arriverait en temps et en heure. Nous ne diffuserons aucune déclaration. Lorsque cette opération commencera, elle parlera pour elle-même et elle s'imposera dans les journaux. Comme ça, tout le monde saura qu'elle a commencé. Mais dans cette bataille, où il aurait engagé près de 4000 hommes, le Hezbollah joue peut-être sa survie militaire et politique, alors qu'au Liban, sa cote de popularité est de plus en plus mise à mal par les attaques du camp de Saad Hariri et d'autres figures politiques de plus en plus inquiètes des répercussions du conflit syrien sur leur pays. Restez avec nous dans un instant, on va évoquer ces soupçons de frappe israélienne au Soudan la nuit dernière. Et puis à l'instant, des informations faisant état de possibles découvertes de nouveaux tunnels terroristes du Hamas entre Gaza et Israël. A tout de suite. Course contre la montre pour Benyamin Netanyahou, annoncé qu'il a formé une coalition avant ce soir minuit. Les tractations se poursuivent toujours, notamment avec le parti Foyer Juif de Naftali Bennett. Soupçon de frappe israélienne la nuit dernière au Soudan. Des armes livrées par l'Iran pourraient avoir été visées, mais aucune confirmation officielle. On en reparle dans un instant. Élection législative cruciale en Grande-Bretagne demain. Jamais depuis 40 ans, l'issue du vote n'est apparue aussi incertaine entre les conservateurs sortants et les travaillistes. Israël a-t-il frappé un stock d'armes iraniens sur le territoire du Soudan la nuit dernière? Plusieurs informations en font état, même si le Soudan affirme de son côté avoir abattu un drone, mais ne pas avoir subi de frappe. Ce ne serait pas la première fois qu'Israël est soupçonné de s'attaquer au Soudan, proche allié de l'Iran. Mathias Inmar. Le scénario est désormais connu. Des avions frappent des entrepôts ou des convois d'armes iraniennes au Soudan. Khartoum accuse ensuite l'armée israélienne d'en être à l'origine. C'est d'ailleurs ce qui pourrait avoir été le cas dans la nuit de mardi à mercredi. Et même si le Soudan dément un raid organisé sur Khartoum, le pays dit en revanche avoir abattu un appareil sans pilote d'origine israélienne. Une déclaration qui ne corrobore pas les témoignages selon lesquels au moins 3 explosions auraient été entendues.
Des explosions captées ici, sur ces clichés mis en ligne, quelques heures après les faits. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que des opérations de ce type sont réalisées dans l'espace aérien soudanais. En janvier et février 2009, 2 opérations secrètes avaient été imputées à Israël par Khartoum. La première impliquant le bombardement d'un convoi de 17 camions transportant des armes iraniennes à travers le Soudan et à destination de Gaza. Plus de 100 personnes avaient alors été tuées. Un mois plus tard, un navire de guerre était abattu dans un port soudanais. Et puis en octobre 2012, plusieurs entrepôts d'armes étaient également visés et détruits. Israël a souvent accusé le Soudan de stocker des armes iraniennes, notamment des missiles de courte et moyenne portée à destination du Hamas dans la bande de Gaza. Les liens militaires entre l'Iran et le Soudan restent toujours controversés. En témoigne la présence d'un navire de guerre de la République islamique reçu l'année dernière en grande pompe par l'armée soudanaise. Alors on en parle ce soir avec nos 2 experts. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Bonsoir Patrick Béthal, lieutenant-colonel de réserve et expert en contre-terrorisme. Alors est-ce que vous y croyez Patrick Béthal? Parce que ce ne serait pas évidemment une surprise. Est-ce qu'Israël peut s'être attaqué de nouveau à une source d'armes iraniennes au Soudan? Israël, mais pas seulement Israël. Ça peut être Israël, ça peut être l'Égypte, ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être une coopération. À l'hypothèse que ce soit Israël, à mon avis, ça peut être aussi un message d'Israël à l'Iran, du long bras d'Israël. Ça veut dire qu'on peut aussi arriver très loin et toucher. Ça veut dire qu'il y a une route habituelle suivie par les armes iraniennes, ça passe régulièrement par le Soudan? Oui. C'est pour ça qu'on peut considérer plusieurs attaquants, effectivement. C'est une plaque tournante. N'oublions pas qu'en plus de l'approvisionnement iranien qui est permanent depuis des années, principalement par le passé en direction de Gaza, Soudan, Gaza pour le Hamas, vous avez aujourd'hui aussi juste à côté la Libye, qui est bourrée d'armes et tout le monde se sert dans un supermarché. Et là, pareil, le Soudan sert de plaque tournante pour les transférer ailleurs. Alors, ailleurs, c'est où? C'est quoi? C'est Gaza encore? Non, pas uniquement, puisque aujourd'hui, vous avez par exemple à tout près le Yémen, et les Iraniens soutiennent autant les Houthis que le Hamas. Ils pourraient aussi envoyer, ils essaient de ravitailler les Houthis, on le sait. Les bases aériennes du Yémen sont presque toutes ou démolies ou sous contrôle des forces régulières. Les Houthis ont réussi à maintenir Aden, mais très difficilement. Donc aujourd'hui, par la voie de l'air, les Iraniens ne peuvent pas apporter du ravitaillement aux Houthis. Le Soudan, et par la mer, oui. Mais là, vous avez le garde Chioum égyptien, juste au-dessus, qui lui aussi fait très attention à cet armement du Soudan, parce que l'Égypte est également menacée. Elle est menacée d'ailleurs par le Hamas, tout comme Israël. Donc il y a pas mal de gens qui seraient intéressés. Ce qui est certain, c'est qu'aucun de ces acteurs, et même les Américains, ne peut agir sans une certaine coordination ou un accord tacite des autres. Les Égyptiens sont peut-être les seuls qui soient en mesure, parce que c'est tout près, de frapper. D'un autre côté, ils ont des intérêts économiques et commerciaux importants, des relations pas tellement mauvaises en fait avec le Soudan, mais tous les autres ne peuvent agir qu'en se concertant, en prévenant au moins les Égyptiens, etc. Et on sait que c'est déjà arrivé, en tout cas, qu'on soupçonne Israël de s'être attaqué à des entrepôts d'armes iraniens au Soudan. Oui, mais il faut aussi se rappeler qu'en 1998, les Américains eux-mêmes avaient attaqué le Soudan parce qu'ils pensaient que le Soudan développait des armes chimiques pour Al-Qaïda, contre les États-Unis. Je crois que le timing, à mon avis, n'est pas étonnant pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que l'Égypte a fermé les portes et c'est sûr que le Hamas a besoin d'approvisionnement. Et le second plan serait lié entre les relations entre le Soudan et l'Iran, qui sont très problématiques, et étant donné que le Soudan se rapproche de l'Arabie Saoudite, ce qui fait qu'il y a une certaine logique, pourquoi maintenant attaquer? Comment on fait du renseignement, justement, quand on est dans un pays qui n'est quand même pas frontalier avec Israël? Comment est-ce qu'on arrive à savoir? Ce sont les satellites qui parlent là? Oui, bien sûr, il y a tous les moyens techniques, mais vous avez l'intelligence humaine qui marche à tous les coups. Et au Soudan, c'est pas tellement difficile parce que
Israël a des très très bons contacts avec le Soudan du Sud. Et donc, il est très très facile d'infiltrer dans leur guerre civile entre eux. Hein. Les Soudanais se sont infiltrés les uns les autres. Les chrétiens ont espionné les musulmans. C'est pas tellement difficile. Sur le plan de les images qu'on vient de voir, la version soudanaise officielle n'est pas très plausible. D'abord, je doute fortement, avec tout le respect pour la mer soudanaise, qu'ils soient capables de détruire un drone en plein vol. On a vu des tirs de DCA, mais oui, mais c'est un exercice de tir là extrêmement difficile. C'est 10 fois plus difficile que de détruire un avion, même de combat. Un drone, c'est une cible extrêmement difficile, qui vole très haut, qui ne fait pas de bruit. Enfin, bon, les images parlent d'elles-mêmes, à mon avis. Si ce sont les images, la puissance de l'explosion, telle qu'on la voit, ne peut pas venir juste d'une bombe. Il est évident qu'au sol, elle a frappé beaucoup d'explosifs, de matières explosives. Très difficile de croire le démenti soudanais. Donc il y a vraisemblablement un entrepôt d'armes qui a été visé, ce qui est déjà arrivé, on l'a dit, par le passé. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant, parce que c'est une information qui a été divulguée il y a quelques minutes, qui n'est pas encore très précise, mais soupçon que l'armée israélienne ait peut-être découvert un nouveau tunnel terroriste entre Gaza et le sud d'Israël, dans le secteur du kibbutz de Nirim, là où des tunnels avaient déjà été détruits, ce qui voudrait dire, Patrick Béthane, que le Hamas aurait peut-être reconstruit ou tenté de reconstruire un de ces tunnels. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'imaginable que le Hamas ait pu reconstruire déjà ou tenter de reconstruire un tunnel? Je pense que oui, parce que 1000 terroristes du Hamas chaque jour travaillent pour développer leur qualité. Mais je crois que si cette nouvelle est vraie, c'est un changement du status quo. Parce qu'il est clair que lorsqu'il y aura un attentat à nouveau d'un tunnel contre la population israélienne de cette région, à mon avis, il sera clair qu'Israël à nouveau rentrera avec bien plus de force à la bande de Gaza. Raphaël Jérusalemi. Je pense qu'il est clair, il n'y a pas besoin d'être dans les renseignements militaires pour comprendre que le Hamas n'a pas changé d'attitude. Son seul but est de se réarmer et de préparer le prochain round. Si cette nouvelle est confirmée ou non n'est pas important. Tôt ou tard, il y aura des tunnels qui seront creusés vers Israël. À nous, cette fois-ci, d'être beaucoup plus vigilants et d'arrêter les frais avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, et puis on ajoute que l'Égypte a annoncé aujourd'hui avoir tué 3 Palestiniens dans le Sinaï venus de Gaza, armés, qui s'étaient infiltrés donc dans la péninsule du Sinaï depuis Gaza, ce qui confirme effectivement qu'il y a des infiltrations de part et d'autre dans ce secteur de la région particulièrement agité. Merci Patrick Béthane, merci d'être venu, merci à vous Raphaël Jérusalemi. Le secrétaire d'État américain John Kerry, lui, est arrivé ce soir à Riyad, en Arabie Saoudite, où se déroule le Conseil des pays du Golfe. Le chef de la diplomatie américaine veut obtenir auprès d'eux une pause humanitaire, ce sont ces termes, dans les raids menés par la coalition arabe au Yémen, alors qu'aujourd'hui encore, 32 civils ont été tués en tentant de fuir Aden par la mer. Elsa Parienté. Cessez-le-feu imminent au Yémen, c'est du moins ce que demande le secrétaire d'État américain à l'Arabie Saoudite. Une demande motivée par une situation humanitaire catastrophique, situation à laquelle les États-Unis souhaitent remédier. 68 millions de dollars, c'est le montant de l'aide humanitaire annoncée par les États-Unis ce jour. Selon les Nations Unies, 80% de la population yéménite est menacée de famine. Attendu à Riyad ce soir, John Kerry a fait cette annonce depuis Djibouti. La situation devient chaque jour un peu plus effroyable. Cela nous inquiète et nous avons appelé toutes les parties à respecter les règles humanitaires en faisant tout leur possible pour préserver les civils. Nous allons discuter de la forme que pourrait prendre cette pause et des moyens de la mettre en œuvre. Je suis convaincu que les Saoudiens y sont favorables. John Kerry se dit également confiant quant à l'accord que pourraient donner les rebelles chiites pour cette trêve. Parallèlement, la navette diplomatique se poursuit. Après Riyad, John Kerry est attendu à Paris ce jeudi afin de s'entretenir avec ses homologues du Golfe. Le nouveau médiateur de l'ONU au Yémen tentera quant à lui de relancer les négociations entre belligérants. Étape préliminaire au pourparlers de paix entre fidèles du président Hadi et rebelles Houthis qui auront lieu à Riyad le 17 mai prochain. Une première depuis le début du conflit à laquelle l'Iran, soutien des rebelles, s'oppose pour l'instant. Alors avec nous Ali Waked, expert pour le monde arabe et musulman. Bonsoir Ali. Bonsoir Jean-Charles. D'abord, ce que Kerry vient chercher à obtenir ce soir, y a-t-il une chance qu'il l'obtienne à Riyad? Est-ce que vous pensez que la coalition arabe est disposée à faire une pause dans ses raids au Yémen?
La coalition arabe veut faire une pause à la guerre au Yémen, mais la question c'est est-ce que les Houthis et les Iraniens accepteront cette pause, accepteront ce cessez-le-feu. Ce qui se passe ces dernières heures au Yémen, même à la région de Aden, c'est un peu davantage en faveur des Houthis qui réussissent à battre les milices pro-saoudiennes et les milices pro le président Mansour Abed Rabo Hadi. Donc ce qui se passe sur le terrain montre que les Houthis n'ont pas intérêt à accepter un cessez-le-feu si jamais il y a une offre de l'Arabie saoudite. Ils veulent arriver à la table de négociation quand leur position sur le terrain est forte et quand les Saoudiens prendront en considération les intérêts des Houthis et le fait que les Houthis doivent faire partie de tout arrangement politique au Yémen. Alors il y a aussi un événement qui semble marquer les esprits, en tout cas dans cette région, le Moyen-Orient, c'est que le président François Hollande ait été invité donc à participer à cette réunion des États du Golfe, alors que Kerry n'arrive qu'aujourd'hui. Est-ce que la France aujourd'hui prend un peu plus de place au détriment des Américains dans cette région? Je ne pense pas que sur le plan stratégique, c'est ce qui se passe, mais le président Hollande a été rémunéré pour le rôle de la France en ce qui concerne le nucléaire iranien d'un côté. De l'autre côté, les Saoudiens et les pays du Golfe veulent envoyer un message aux États-Unis que l'alliance avec les États-Unis n'est pas l'alliance exclusive et qu'il y a d'autres options pour les pays arabes du Golfe, mais il ne faut pas se tromper. Si jamais il y a une menace stratégique sur ces pays du Golfe, ils vont se tourner vers les États-Unis et non pas vers la France. Pour le moment, c'est un win-win pour la France qui réussit de conclure des accords sur le Rafale avec le Qatar. Maintenant, on parle des Émirats. Et il y a donc un bon nombre d'emplois qui vont être créés en France suite à ces accords. Mais sur le plan stratégique, la France ne peut pas remplir le rôle des États-Unis. Les Saoudiens savent ça très bien, mais ça leur convenait d'inviter le président français avant une semaine de leur voyage aux États-Unis à Camp David pour rencontrer le président Obama. Merci Ali Waked. Et justement, c'est la première fois que le président du Kurdistan irakien a été reçu en personne à Washington. C'était hier dans le bureau de Barack Obama. Il faut dire que cette province irakienne est à peine autonome, mais elle joue déjà un rôle crucial dans la lutte contre les djihadistes en Irak et en Syrie. D'où donc cette nouvelle reconnaissance annonciatrice peut-être d'une prochaine indépendance pour le Kurdistan. Donc après cet entretien avec Barack Obama, je vous propose d'écouter l'entretien exclusif qu'a accordé le président du Kurdistan irakien, Enrique Zimmerman, pour i24 News. Et il évoque notamment la présence de ces jeunes Européens qu'affrontent les combattants kurdes au rang des djihadistes. On écoute un extrait. En Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, on s'inquiète beaucoup car des étrangers rejoignent l'État islamique. Comment voyez-vous ce phénomène ? C'est une grande question pour nous aussi. Au Moyen-Orient, on peut s'y attendre à cause du contexte, des fautes et des échecs des gouvernements qui poussent les gens à s'identifier à la violence et aux extrémistes. Pour nous, c'est une grande question de comprendre comment des Européens d'origine se sont convertis et ont subi un lavage de cerveau pour venir franchir la frontière et rejoindre les organisations terroristes. La plupart d'entre eux ont été tués au cours des opérations. Des rapports montrent que ce sont des Européens de naissance, pas des citoyens naturalisés. Pour nous, c'est une grande question de savoir comment ils ont pu faire ça et comment ils ont subi un tel lavage de cerveau. Voilà, entretien que vous pourrez voir dans son intégralité lundi prochain dans l'émission Reportage sur i24 News. En Afghanistan, c'est une décision sans précédent de la justice. La peine de mort pour 4 hommes qui étaient jugés aujourd'hui pour avoir participé au lynchage d'une jeune femme. Elle avait été accusée à tort d'avoir brûlé un exemplaire du Coran. Une affaire qui avait suscité une très vive émotion à travers le monde. David Klezewski. Plusieurs prévenus face à leur juge pour des violences envers une femme. Le Caïra, en Afghanistan. Mais l'affaire avait provoqué un certain émoi dans le pays. Une jeune Afghane de 27 ans avait été battue à mort puis brûlée en plein Kaboul, accusée d'avoir incendié un exemplaire du Coran. Au total, 49 accusés se sont retrouvés à la barre. 4 d'entre eux ont été condamnés à mort sur la base d'une vidéo qui montre l'agression. Des peines de 16 ans de prison ont aussi été prononcées contre 8 accusés. Mais de nombreux autres devraient être relâchés, faute de preuves. Le verdict ne satisfait pas la famille des victimes et les défenseurs des droits de l'homme.
Les vrais criminels sont toujours en liberté et je ne crois pas que ce soit un procès équitable et libre. Ils annoncent la peine de mort ou l'emprisonnement, mais la plupart des autres personnes restent libres. La décision a été très hâtive. Les juges se penchent aussi sur le cas de 19 policiers présents sur les lieux du lynchage et accusés de n'avoir rien fait pour sauver la jeune fille. Selon l'enquête, elle avait mis en cause les activités d'un mollah autoproclamé à Kaboul. Pour se venger, il l'accusait à tort d'avoir brûlé le livre saint et avait rassemblé une foule pour la lyncher. Une violence extrême qui en masque beaucoup d'autres en Afghanistan. Nos filles et femmes ne sont pas en sûreté au sein de notre pays car il n'y a pas d'état de droit. Il y a de l'injustice et de la corruption au sein du gouvernement et on souffre en permanence de cette anarchie. Dans un rapport publié en avril, l'ONU avait estimé que seuls 5% des auteurs de violences identifiés étaient traduits devant la justice. L'enquête sur le crash de l'avion de la Germanwings dans les Alpes françaises le 24 mars dernier est officiellement close. Le BEA, Bureau Enquête Analyse Français, a rendu son rapport sur les causes de la mort de 150 personnes à bord. Et bien sûr, il conclut à un acte volontaire du copilote Andreas Lubitz. Mais nouvelle révélation, Lubitz aurait effectué une sorte de répétition de son geste lors du vol aller entre Düsseldorf et Barcelone. Julia Ganancien. Andreas Lubitz avait répété son geste. Le 24 mars, le jour même du drame, le copilote s'entraîne à réduire l'altitude de vol lorsqu'il se retrouve seul dans la cabine. Un rapport du bureau d'enquête et d'analyse publié ce mercredi révèle qu'entre Düsseldorf et Barcelone, plusieurs sélections temporaires d'altitude vers 100 pieds ont été enregistrées au cours de la descente. À l'aller, le contrôle aérien a demandé à l'avion de descendre, c'était une descente normale, et pendant cette descente, le commandant de bord juste avant cette descente, le commandant de bord est sorti et le copilote, lorsqu'il était seul, a manipulé le bouton de sélection d'altitude du pilote automatique pour l'amener à 100 pieds. Donc il a répété le geste qu'il a eu lors de l'accident. Mais à l'inverse du vol retour, ces manipulations n'ont pas eu d'effet sensible et les passagers ne se sont rendus compte de rien. Elles ont été effectuées alors que le contrôle aérien avait donné ordre de descente. L'avion avait déjà commencé à perdre de l'altitude. Le commandant s'est rendu compte de rien parce que le geste qu'a eu le copilote lors du vol aller était pendant une descente programmée normale, donc ça n'a pas eu d'impact sur la trajectoire de l'avion. S'agissant du vol retour, le bureau d'enquête et d'analyse confirme le scénario déjà connu. Andreas Lubitz s'est retrouvé seul dans le poste de pilotage et a délibérément lancé l'avion contre la montagne, entraînant avec lui dans la mort 149 personnes. Le copilote n'a pas ouvert la porte du poste de pilotage pendant la descente, malgré les demandes répétées de l'équipage et les coups frappés à la porte. Âgé de 27 ans, le jeune homme était sujet à de graves dépressions. Un ordinateur découvert à son domicile montre qu'il avait effectué une recherche sur Internet concernant les différents moyens de se suicider lors des jours précédant le crash. Et des feuilles d'arrêt maladie retrouvées déchirées à son domicile montrent qu'il n'aurait jamais dû voler le 24 mars dernier. Ce sera l'un des défis du nouveau gouvernement israélien qui devrait donc être dévoilé dans les heures qui viennent, lutter contre la vie chère en Israël. Particularité de l'économie dans ce pays, bien qu'il s'agisse d'un système libéral, il existe de véritables monopoles qui jouent contre la baisse des prix. L'agroalimentaire en est un exemple. Reportage Anthony Lesme. Été 2011, la contestation contre la vie chère gagne Israël. Des centaines de milliers de personnes protestent contre la hausse des prix du logement, mais aussi des produits alimentaires. Tout a commencé en juin de la même année quand un groupe de juifs orthodoxes de la banlieue de Tel Aviv appelle au boycott du fromage blanc distribué par le conglomérat Tnuva. En cause, une augmentation de plus de 35% en 2 ans du fameux produit, très apprécié par les Israéliens. L'entreprise qui distribue alors plus de 70% des produits laitiers en Israël est accusée ouvertement d'abuser de son quasi-monopole. 4 ans plus tard, nous retrouvons le leader de cette contestation à Bnei Brak, dans la banlieue religieuse de Tel Aviv. Les prix en général en Israël sont très élevés et rares sont ceux qui ont le privilège de sortir et protester tous les jours sur les choses qui ne vont pas. Mais il est très important de continuer à tout faire pour que les prix soient les mêmes que ceux de l'OCDE. Israël est en effet le vilain canard de l'OCDE. Plus forte concentration des entreprises agroalimentaires, l'État hébreu est pointé du doigt par l'organisation européenne. En effet, selon son rapport en 2012, 90% des produits laitiers sont produits par seulement 3 compagnies. Même constat pour les sodas et les produits concentrés. Pour l'eau minérale, c'est 70% et le café, 83%.
Reste qu'en 2014, le centre de recherche de la Knesset a conclu que les prix des denrées alimentaires avaient augmenté de 16% depuis 2007, contre 1,8% pour les autres pays membres de l'OCDE. Pour cette journaliste spécialiste des questions sociales, les Israéliens ont été forcés de changer leurs habitudes. À savoir qu'en Israël, une famille moyenne, c'est une famille de 3 enfants. Le paquet de céréales dure 48 heures, donc c'est impossible, vu les prix des céréales aujourd'hui, de consommer, d'offrir à nos enfants le matin un bol de céréales. Ça devient un produit de luxe qu'on offre 1 fois, 2 fois par semaine, mais pas plus. Pour ce qui est de la viande ou du poisson, les Israéliens attendent des promos ou consomment moins ces denrées, devenues hors de prix. Le poisson est devenu aussi une denrée de luxe, les prix ont terriblement augmenté. Là vous voyez un filet de saumon qui n'est pas frais, qui est congelé, qui est surgelé, c'est un petit filet de saumon. Il est à 70 shekels le kilo, soit 15 € le kilo. Là il y a à peu près 2 kilos de filet, donc 30 € le filet de saumon. Difficile pour le Conseil israélien des consommateurs de ne faire aucun lien avec les monopoles. Si la seule loi que les monopoles connaissent, c'est de maximiser leurs profits et abuser continuellement de nos consommateurs, ils ne doivent pas être surpris qu'on ait élevé la voix pour un contrôle large des prix. Contrôler les prix, au moins sur les produits de nécessité, c'est la volonté de cette organisation, à moins que la donne change, notamment avec la nomination au gouvernement de Moshe Kahlon. Le nouveau ministre des Finances a fait une campagne anti-monopole et a recueilli 8% des suffrages. Sa réussite, avoir déjà brisé le monopole du mobile en élargissant la concurrence. Pour les spécialistes, l'homme a des atouts pour changer la donne. Normalement, le ministre des Finances a des obligations vis-à-vis des banques, des syndicats. Kahlon, lui, n'a rien de tout cela. Donc pas de bagage excessif. Il a été élu pour ça. Principal objectif pour le ministre, faire baisser les prix en ouvrant le marché à la concurrence. Il devra alors faire face à des normes réglementaires kafkaïennes, ainsi qu'un écosystème frileux à tout changement. Mais l'urgence est là. Selon l'OCDE, 31% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté, 900 000 souffrent de malnutrition. On va revenir dans quelques instants évidemment sur la situation politique en Israël. Mais d'abord le football. Après la victoire de la Juve 2-1 hier soir face au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Place ce soir au match de gala entre le Barça et le Bayern de Munich. Retrouvailles émouvantes sans doute pour Pep Guardiola, l'ex-enfant de Barcelone, désormais entraîneur en Bavière. Lise Baramboum. Le Grand Barça entend prendre sa revanche ce soir contre le Bayern de Munich. 2 ans après son humiliante élimination en demi-finale de la Ligue des Champions par l'équipe allemande, le Barça va tenter de dominer sa bête noire européenne, aujourd'hui dirigée par son ancien mentor Pep Guardiola. C'est merveilleux de revenir, il y a beaucoup de souvenirs ici. C'est très spécial pour moi, c'est 30 ans de ma vie. Mais aujourd'hui, j'entraîne le Bayern de Munich, je suis là pour un match, c'est mon travail. Je dois faire de mon mieux. Barcelone mise sur son incroyable trio d'attaque MSN, Messi, Neymar, Suarez, qui culmine à 108 buts, toutes compétitions confondues cette saison, pour renverser la machine bavaroise. C'est Messi et ses 51 réalisations qui sera tout particulièrement dans la ligne de mire des Munichois. Avec la forme qu'il a en ce moment, si tu te consacres à défendre, tu ne l'arrêtes pas. Il a l'habitude qu'on défende sur lui, que 9 joueurs soient autour de lui dans la surface, qu'on le presse haut. Les équipes essaient toutes de le contrer. Avec la forme qu'il a depuis 4-5 mois, aucun système défensif ne l'arrête, aucun entraîneur. Justement, la Pulga prend cette rencontre très au sérieux. Il n'était pas venu en conférence de presse depuis juillet 2013 et pour l'occasion, il n'a pas hésité à évoquer ses retrouvailles avec son ancien entraîneur Pep Guardiola. C'est normal que je lui rende hommage, vu ce que Pep a représenté pour moi en tant qu'entraîneur, parce qu'il a tout changé et apporté énormément au club. Mais une fois que le match aura commencé, les supporters du Barça vont oublier ça et soutenir leur équipe comme d'habitude. Le Bayern, déjà champion d'Allemagne, est légèrement grippé à cause des blessures de son effectif. Pour son retour au Camp Nou 3 ans après son départ, Guardiola sera privé d'Arjen Robben, de Franck Ribéry, de David Alaba et de Holger Badstuber. Tous forfaits, tandis que Robert Lewandowski est diminué à cause d'une blessure à la mâchoire.
Ce qui n'empêche pas le gardien Manuel Neuer de rester confiant. Nous allons jouer en pleine confiance. Nous avons déjà livré de très bonnes performances dans toutes les compétitions cette saison. Nous avons du respect pour Barcelone, mais Barcelone a aussi du respect pour nous. Ce seront 2 duels équilibrés. C'est l'équipe qui sera au meilleur de sa forme à chacun de ces matchs qui prendra le dessus. Lors de ses 8 précédentes rencontres de Coupe d'Europe face au Bayern, Barcelone ne s'est pour l'heure imposé qu'une fois lors des quarts de finale de la saison 2008-2009. Le combat du siècle entre 2 des poids lourds les plus impressionnants du circuit européen a déjà commencé. Voilà donc pour le programme de la soirée en football en Israël. Donc plus que 3 heures maintenant avant l'expiration du délai légal pour que Benjamin Netanyahou annonce au président Rivlin qu'il a réussi à former une coalition. Autrement, le président devrait désigner un autre député dans l'opposition pour tenter de former un gouvernement, ce qui veut dire que Netanyahou ne serait plus Premier ministre alors qu'il a pourtant remporté les élections de mars dernier haut la main. Mais les tractations continuent. On sera dans un instant de nouveau en direct de Jérusalem et puis avec des invités ici on va essayer d'analyser ce qui est en train de se passer, ces tractations, quelle coalition va sortir de ces négociations, de ces marchandages politiques. Est-ce que l'on se dirige vers de nouvelles élections anticipées au vu donc d'un Netanyahou peut-être de nouveau affaibli? De tout cela on en parle, restez avec nous, à tout de suite. Benjamin Netanyahou n'a plus que 3 heures pour annoncer qu'il a réussi à former une coalition. Les tractations continuent notamment avec le parti de Naftali Bennett devenu maître du jeu politique. Les soupçons de frappe israélienne la nuit dernière au Soudan, des armes livrées par l'Iran auraient été visées mais aucune confirmation officielle. Élection législative cruciale en Grande-Bretagne demain. Jamais depuis 40 ans l'issue du vote n'est apparue aussi incertaine entre conservateurs et travaillistes. On est donc à quelques heures maintenant, 3 heures environ donc, du délai fatidique pour que Netanyahou annonce qu'il a enfin réussi à former une coalition. Quoi qu'il arrive en tout cas, cette coalition pourrait le fragiliser de nouveau alors qu'il était sorti vainqueur haut la main du scrutin de mars dernier. Pourquoi un tel délai justement entre les élections et l'annonce peut-être plausible d'une coalition? Cyril Amar. Au lendemain du triomphe, la tâche s'annonçait pourtant simple. Fort de ses 30 mandats, le Likoud de Netanyahou devait réunir autour de lui ses alliés, qu'ils soient centristes, nationalistes ou ultra-orthodoxes. Ensemble, ils devaient constituer une majorité solide de 67 députés. J'ai parlé à tous les chefs des partis et des camps nationalistes ce soir. Je les ai appelés pour me rejoindre et former un gouvernement en Israël sans délai. Parce que la réalité ne sait attendre. Et pourtant, la réalité a attendu. Et jusqu'à la dernière minute. 42 jours d'âpre marchandage politique et un paradoxe. Plus puissant que jamais, Netanyahou doit aujourd'hui se résigner à former un gouvernement en s'appuyant sur une mince majorité de 61 députés, sur les 120 que compte la Knesset. En cause, cette bombe lancée lundi par le nationaliste Lieberman. Son parti rejoindra les bancs de l'opposition. Nous avons dû faire un choix entre nos principes et les sièges. Je suis heureux que nous ayons finalement opté pour nos principes et renoncé aux sièges. Le gouvernement qui s'apprête à être formé, ce n'est pas un gouvernement nationaliste, ce n'est pas un camp nationaliste, c'est l'incarnation de l'opportunisme et du conformisme. Méfiance réciproque, exigence conflictuelle des partenaires, ajoutez à ceci des relations notoirement détestables entre Netanyahou et ses associés. La mission du Premier ministre s'est avérée plus difficile que prévu, au fur et à mesure que s'éloignait le scénario d'un gouvernement d'union nationale avec les travaillistes. Le 4e cabinet Netanyahou n'a pas encore vu le jour, mais selon la presse israélienne, ces jours pourraient être comptés.
Alors, avant de compter les jours, comptons les heures, les minutes qu'il reste avant l'annonce de cette coalition. On va retrouver à Jérusalem de nouveau Daniel Haïk qui est justement devant le bureau du Premier ministre. Daniel, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que vous voyez quelque chose apparaître, de la fumée blanche peut-être? Pas encore, Jean-Charles, pas encore. On a vu il y a quelques instants les conseillers de Naftali Bennett et de Binyamin Netanyahou discuter âprement, ce qui signifie qu'il n'y a pas encore d'accord conclu, qu'il y a encore des tractations de la dernière minute dans ce bras de fer entre les deux formations, entre le Likoud et le foyer juif. Mais il faut préciser, Jean-Charles, que même s'il n'y a pas d'accord signé entre Naftali Bennett et Binyamin Netanyahou, eh bien le Premier ministre peut tout de même, avant 23h59, envoyer une lettre, un fax, même un mail au président de l'État, Reuven Rivlin, et lui affirmer qu'il a composé, qu'il a donc obtenu la possibilité de former une coalition gouvernementale majoritaire. Il lui suffira tout simplement d'attendre de fignoler et de terminer cet accord avec Naftali Bennett au cours des 2-3 prochains jours. Et ensuite, il devra alors présenter tous les accords de coalition gouvernementale devant la Knesset, probablement dimanche ou lundi. Et c'est ensuite que le gouvernement devra prêter serment. Merci Daniel Haïk. Vous nous rappelez évidemment à tout moment si les choses évoluent. On est ici avec Dror Even-Sapir. Bonsoir, analyste politique. Bonsoir Benjamin Lashkar. Bonsoir. Vous êtes porte-parole francophone pour le Likoud. Bonsoir à vous Pierre Besnénou, porte-parole pour l'Union sioniste francophone également. Alors, d'abord Dror Even-Sapir, ce qui est en train de se passer, ça aura forcément des conséquences après, c'est-à-dire quand la coalition sera formée, que le gouvernement sera formé? Ce qui est en train de se passer, c'est l'illustration de la situation très délicate dans laquelle se trouve Binyamin Netanyahou depuis qu'Avigdor Lieberman a annoncé qu'il lui faisait faux bond. C'était un peu une surprise. Et Avigdor Lieberman, on s'en souvient, avait choisi son moment avec soin, à la toute dernière limite, vraiment au cours des tout derniers jours de la période impartie par le président de l'État à Binyamin Netanyahou pour qu'il constitue sa coalition gouvernementale. Eh bien, Lieberman a choisi d'annoncer que finalement, il ne rejoignait pas la coalition. Donc, Netanyahou était pris par le temps. Il ne disposait pas de suffisamment de temps pour signer un éventuel accord de coalition avec ce qui est actuellement l'opposition, le centre-gauche, l'Union sioniste et Yitzhak Herzog. Les délais étaient trop réduits. Et puis, la défection de Lieberman a incité Naftali Bennett, le leader du foyer juif, les nationalistes religieux, à augmenter les enchères de leur ralliement à la prochaine coalition gouvernementale, ce qui fait qu'aujourd'hui, il se voit attribuer, en plus des portefeuilles qui étaient prévus pour ce parti, un autre portefeuille ministériel important, celui de la justice, qui sera attribué probablement à Madame Ayelet Shaked. Et tout cela, pourquoi? Pour une coalition de 61 membres sur les 120 que compte la Knesset, une coalition très étroite. Une petite anecdote peut-être qui illustre parfaitement les difficultés auxquelles seront confrontés Binyamin Netanyahou et sa coalition. Vous savez que parmi les 30 députés Likoud, il y a beaucoup de nouveaux venus. Eh bien, l'un d'entre eux, un certain David Amsalem, a annoncé à son groupe parlementaire que la semaine prochaine, il partait avec sa famille au Maroc pour ce que l'on appelle en hébreu un Tiyul Moledet, un voyage dans l'ancienne patrie, puisqu'il était originaire du Maroc. Mais pendant la semaine où le gouvernement sera annoncé et devra obtenir la confiance du gouvernement. Or, chaque député comptera. Une absence d'un député aussi peu connu, aussi peu important soit-il, aura des conséquences catastrophique pour la coalition gouvernementale. Donc David Amsalem va devoir reporter son voyage, mais plus sérieusement, tout cela illustre à quel point il sera difficile pour Binyamin Netanyahou de mener sa barque, qu'il sera difficile de gouverner avec un seul siège d'avance. Alors Benjamin Lashkar, justement pour le Likoud, comment vous vivez cette situation? Parce que finalement, c'est un peu comme si votre succès large de mars dernier était en train, petit à petit, de s'annihiler devant vous. Pas du tout, au contraire. Je suis très content que Avigdor Lieberman ne fasse pas partie de la coalition. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je ne vois pas très bien ce que ça aurait changé qu'il soit en plus. Lieberman, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, quelqu'un qui sera probablement en prison très prochainement, qui ne soit pas au gouvernement. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Olim de France aussi d'ailleurs, parce que ça veut dire que le ministère de l'intégration va passer au Likoud, et ce ne sera pas donc quelqu'un qui est obsédé uniquement par des immigrants de Russie qui va s'en occuper. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie israélienne. Contrairement à ce qu'on dit, 61, c'est pas un énorme problème. C'est vrai que 62, 63, c'est toujours mieux. Mais il y a une majorité, c'est une majorité. Et le fait qu'elle soit petite et plus cohérente, à mon avis, fait qu'elle va durer plus longtemps que ce qu'on croit. Je pense que c'est un gouvernement qui va bien tenir. Pierre Besnénou.
Écoutez, analyse intéressante, surprenante, et de considérer qu'effectivement aujourd'hui Lieberman est un escroc qui a plus sa place en prison que dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou est intéressant. De considérer qu'une coalition à 61 est probablement plus forte pour le Premier ministre. Et je vois là effectivement une vision d'un Likoud égal à lui-même, se cachant la réalité en permanence, puisque malgré tout, c'était cet homme que le Premier ministre Netanyahou avait nommé ministre des Affaires étrangères pour représenter l'État d'Israël, sans aucun complexe sur aucun plan. Il est vrai qu'on est de surprise en surprise. Pour la première fois, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que je partage l'avis de Lieberman. Quand Lieberman dit que c'est un gouvernement d'opportunistes, je ne pensais pas que j'aurais pu être en phase avec Victor Lieberman, mais je l'accorde totalement. Ce que je voudrais aussi noter, et qui est quand même important, c'est que, et tout le monde le sait, même si ce n'est pas écrit, malgré les démarches de Bibi Netanyahou auprès de l'Union sioniste, Herzog a montré qu'il était un leader et qu'il a dit « Je suis dans l'opposition, je ne peux pas et ne veux pas m'associer à un gouvernement de droite, extrême droite, ultra-orthodoxe », avec une fermeté que certains pouvaient critiquer pendant la campagne, pensant que Yitzhak Herzog n'était pas un leader. Tzipi Livni a payé le prix d'une coalition assez surprenante. Maintenant, effectivement, on va voir comment, avec 61 députés, avec le prix que le Premier ministre Netanyahou a accepté de payer, parce que c'est quand même considérable, les chiffres que nous avons entendus les derniers jours, et en particulier avec les partis orthodoxes, la remise en cause d'un message extrêmement fort que le Premier ministre nous avait donné il y a quelques mois en disant qu'il était important de régler le problème sur le service militaire pour les religieux, de la réduction d'un certain nombre de budgets pour les yeshivot. Et je me souviens de ces discours vibrants du Premier ministre Netanyahou disant qu'enfin il allait remettre les choses au clair. On sait maintenant qu'il a accepté de payer un prix qui remet en cause tout ce qu'il nous a vendu il y a quelques mois. C'est peut-être une coalition qui durera, c'est en tout cas maintenant une remise en cause, encore une fois, de tout un ensemble de promesses du Premier ministre. Je peux répondre parce qu'il y a un peu n'importe quoi. D'abord, il n'y a eu aucune demande envers Herzog pour qu'il participe à cette coalition. On ne veut pas de la gauche dans cette coalition. Ça n'a jamais eu lieu. Tout le monde le sait, voyons. Tout le monde le sait tellement que Herzog l'a démenti. Mais bien sûr. Netanyahou l'a démenti. Mais toutes les démarches ont été... Enfin, vous êtes la seule personne à le savoir. C'est pas grave. Deuxièmement, Netanyahou n'a jamais fait le discours que vous tenez, mais c'est pas grave non plus. Il n'a pas voté les lois. Il n'a pas voté ces lois. Il y avait des accords de coalition, mais je crois il n'a pas voté les lois sur le problème, sur le service militaire. Non, mais rappelez-moi. Je ne vous ai pas interrompu, je vous pose juste une question. Si Herzog était Premier ministre, il n'y aurait pas les ultra-orthodoxes dans son gouvernement ? Je ne suis pas convaincu. Ah bon ? Pas les ultra-orthodoxes et pas ce prix. Vous m'expliquez comment vous faites une coalition de 61 sans les ultra-orthodoxes ? Même lui, il a dit qu'il y aurait les ultra-orthodoxes et il n'aurait pas donné ce que nous on lui a donné. Pas ce prix, mais il aurait donné le double. Non mais rappelez-vous, c'est pas de démagogie. C'est très bien comment marche la démocratie israélienne. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a une coalition de 61. La démocratie en Israël, c'est qu'il faut des coalitions et suivant le score de chaque parti, on reçoit. Non mais reconnaissez que c'est pathétique au moins. Reconnaissez au moins que c'est pathétique. Reconnaissez qu'il faut faire un changement du système électoral et nous serons d'accord. Mais arrêtez d'être démagogique car vous savez parfaitement que si c'était Herzog, ça aurait été la même chose ou pire envers les ultra-orthodoxes. N'aurait pas payé ce prix. C'est complètement faux et soyez sérieux. Et probablement n'aurait pas pu former de coalition. Mais il n'aurait certainement pas payé le prix que Netanyahou a payé pour rester Premier ministre. Et c'est là toute la différence. Et c'est là où Tzipi Livni avait échoué parce qu'effectivement, elle avait refusé de payer un prix que Bibi Netanyahou avait payé une première fois quand il a fait rentrer dans sa coalition le chasse. Ne l'oubliez pas. Et là, il refait exactement la même chose. Il paye le prix, n'importe quel prix. Je voudrais aussi corriger une erreur de ce qui a été dit. Un prix indécent pour l'État d'Israël. Et il le sait. D'abord, c'est un prix modeste. Un prix modeste. Je voudrais dire une petite chose sur les ultra-orthodoxes. Effectivement, personnellement, je ne suis pas un grand fan de chasse et du judaïsme de la Torah et Yahudut Torah. Et personnellement, si on pouvait faire une coalition sans eux, je serais la première personne qui signerait. Maintenant, c'est la démocratie en Israël. C'est le système électoral israélien et il faut le changer. Alors, juste un petit détail quand même. L'ancien gouvernement avec Yesh Atid et les lois qui ont été passées que vous avez rappelées,
C'était une catastrophe justement pour l'intégration des ultra-orthodoxes. Jusqu'en 2013, on avait chaque année de plus en plus d'ultra-orthodoxes qui servaient dans l'armée, qui travaillaient. Il y avait une évolution de la société ultra-orthodoxe qui est en train de s'intégrer parfaitement en Israël de plus en plus. Ce qui s'est passé avec l'ancien gouvernement, c'est qu'on a eu des lois qui les a braqués, qui font qu'ils ont commencé à refuser d'aller à l'armée. On n'a pas encore de chiffres pour ce qui est du taux d'emploi. Et donc en fait, on a eu une situation inverse où les ultra-orthodoxes qui étaient en train de s'intégrer sont refermés sur eux-mêmes avec l'ancien gouvernement. Pourquoi Bibi Netanyahou a fait voter cette loi alors? Mais vous avez aussi voté cette loi. Il faut être un peu logique, vous ne pouvez pas dire, pas critiquer comment a fait cette loi et ensuite d'être pour. Mais cette loi a bien été votée par le gouvernement de Bibi Netanyahou sur une proposition du cabinet. Voilà. Dans son gouvernement. L'opposition, si mes souvenirs sont bons, l'opposition de centre-gauche, les travistes, n'avait pas voté en faveur des lois de Lapid, parce que tout simplement, effectivement, elles étaient dans l'opposition. Maintenant, sur le prix payé par Benyamin Netanyahou aux différents partenaires, aux différentes composantes de sa coalition, il est incontestablement très élevé. Mais pas seulement vis-à-vis des ultra-orthodoxes, c'est le cas aussi vis-à-vis de Moshe Kahlon, qui a obtenu à peu près tout ce qu'il désirait, le ministère des Finances, mais également un certain nombre de prérogatives nécessaires aux réformes qu'il entend entamer. Prix très élevé payé pour Naftali Bennett. On vient de le voir aujourd'hui avec le ministère de la Justice qui revient dans l'escarcelle du foyer juif. Et c'est un acquis important pour un petit parti, 8 sièges seulement sur les 120 que compte la Knesset. Donc bien évidemment, Benyamin Netanyahou a payé un prix élevé à chacune des composantes de sa coalition, ce qui explique qu'à l'intérieur du Likoud aujourd'hui, il y a une certaine grogne et que en termes de répartition des portefeuilles ministériels et en termes de répartition des différentes fonctions que ce gouvernement peut attribuer, les militants du Likoud et les cadres du Likoud se sentent un petit peu lésés. Il a largué les postes clés, à votre avis? C'est une erreur? Écoutez, le problème, j'ai l'impression que les gens ne comprennent peut-être pas qu'on n'est pas en France et qu'il n'y a pas un parti qui a obtenu la majorité des voix. Le Likoud a obtenu 30 sièges sur 120, c'est-à-dire 25%. Donc le Likoud ne contrôle pas la majorité, le Likoud ne fait pas ce qu'il veut. Aucun parti n'a la majorité. Le problème du système actuel, c'est qu'il faut faire une coalition majoritaire. Et qu'il y a des négociations avec les petits partis. Chaque parti fait du chantage pour avoir le maximum. Donc nous sommes d'accord que dans l'idéal, il n'y aurait pas de tant d'argent donné aux ultra-orthodoxes, ni tant de postes donnés à Naftali Bennett. Ce qu'il faut faire, c'est changer le système électoral. Je crois que la majorité des Israéliens sont d'accord pour ça. J'espère que l'opposition, parce que c'est aussi son intérêt, sera d'accord pour faire cette réforme. Alors on va continuer à parler encore quelques minutes. Évidemment, on va marquer une toute petite pause et puis on revient dans ce studio. Mais le temps de vous signaler, donc il n'y a toujours pas. Et Daniel Haïk est à Jérusalem et surveille ça de très près. Toujours pas d'annonce pour l'instant. On avait parlé peut-être d'une heure autour de 21h, heure de Tel Aviv, pour annoncer. Ça n'a pas été le cas. À tout de suite. Dans l'attente donc d'une coalition gouvernementale en Israël, on est donc ce soir avec dans ce studio Dror Even Sapir, analyste politique d'I24 News, Benjamin Lashkar pour le Likoud et Pierre Besnénou pour l'Union sioniste. Alors Pierre Besnénou, est-ce que vous pensez que Herzog a encore une carte à jouer? Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ce soir, mais dans les mois qui viennent. Est-ce que l'Union sioniste peut tirer profit de cette situation-là qui va se présenter? La position de l'Union sioniste sera très claire. C'est une opposition ferme, une opposition dynamique, une opposition qui va, comme elle l'a fait pour l'Iran par exemple, faire de vraies propositions sur chacun des sujets. On ne peut pas imaginer, encore une fois, aujourd'hui, l'Union sioniste rejoindre un gouvernement Bibi Netanyahou. D'autant plus qu'il va falloir regarder dans les prochaines semaines un certain nombre de sujets très sensibles. Et si encore à cette heure-ci, on n'a pas d'accord de coalition avec Bennett, dans le programme de Bennett, n'oubliez pas, il y a l'annexion d'une partie de la Cisjordanie et l'intégration de je ne sais plus combien de dizaines de milliers de Palestiniens qui deviendraient des citoyens israéliens. Est-ce que c'est encore une exigence de Bennett ce soir? Si vous voulez, les prochaines semaines, nous devons être prêts à énormément de choses assez surprenantes. Et je pense encore dans les prochaines heures, on risque de voir des députés, effectivement, de certains partis, quitter le parti et venir rejoindre le Likoud ou rejoindre peut-être même Kulanou. Il y a ces hypothèses. Ouais. Est-ce qu'au Likoud, justement, on est mécontent de voir ces postes clés qui sont attribués à d'autres membres d'autres partis? Est-ce que ça provoque un ressentiment quand même? C'est certain. C'est comme le Likoud qui a gagné.
il y a quand même 25% des gens qui ont voté pour Likoud. Ils ont envie que ce soit les ministres du Likoud qui soient au poste clé. Et malheureusement, le système actuel fait que les petits partis reçoivent en proportion beaucoup plus que ce qu'ils valent. C'est bien pour ça que je réitère ce que j'ai dit. Il faut absolument changer le système électoral. Je l'ai dit. Ça, c'est un serpent de mer. On en parle à chaque fois et ça ne se met jamais en pratique. Il y a une opportunité. La dernière fois, en 2013, les deux grands partis, c'est-à-dire le Likoud et le Parti travailliste, ensemble, on faisait 33 sièges. Si on prend Yeshatid, c'était 39. C'est une petite minorité. Cette fois-ci, les deux grands partis valent 54. Je pense que Kulanou, à terme, va s'intégrer au Likoud. Il y a une majorité, peut-être même avec d'autres partis, mais il y a une majorité pour faire ce changement. Si l'opposition est d'accord, et je pense que c'est son intérêt, s'ils ont un minimum de responsabilité nationale, on peut faire cette réforme. Dror Ben Sapir, ce qui va se passer là avec cette coalition affaiblie, ça veut dire quoi? Nouvelles élections dans quelques mois, selon les scénarios envisagés? Il est probable que Benjamin Netanyahou tente d'élargir cette coalition étroite, peut-être en provoquant des scissions dans certains partis, peut-être au sein du parti d'Avigdor Lieberman, en essayant de tenter certains députés pour qu'ils rejoignent le Likoud et la coalition. Le scénario d'un gouvernement d'union nationale avec l'union sioniste n'est pas complètement à écarter dans les prochains mois. Je pense que Benjamin Netanyahou va attendre ce qui va se passer au sein même du parti travailliste, qui va organiser dans les mois qui viennent des élections primaires. Si Herzog est confirmé à son poste de président du Parti travailliste, il aura toute la légitimité en quelque sorte pour rejoindre Benjamin Netanyahou dans son gouvernement. Et pourquoi Benjamin Netanyahou a si besoin que ça finalement du Parti travailliste au sein même du gouvernement, contrairement à ce que Benjamin Lashkar vient de dire, c'est que si on observe le parcours politique, l'histoire politique de Benjamin Netanyahou, il a toujours fait en sorte d'avoir dans les coalitions gouvernementales qu'il a dirigées un parti sur sa gauche, et un parti sur sa gauche qui avait à cœur de promouvoir le processus de paix et les négociations avec les Palestiniens. C'est pas le cas de cette coalition gouvernementale. Il y a un parti centriste, le parti de Moshe Kahlon, mais qui se désintéresse assez nettement de la question israélo-palestinienne. C'est pas le cas du Parti travailliste. Donc, il sera important, je pense, de surveiller ce qui va se passer à ce niveau-là dans les mois qui viennent. Benjamin Netanyahou attend de voir ce qui va se passer à l'intérieur même du Parti travailliste. Le problème tout de même, c'est qu'il a dit, je crois aujourd'hui, le Premier ministre israélien, que lorsque le gouvernement sera élargi, lorsque la coalition gouvernementale sera élargie, ce ne sera pas aux dépens des actuels composants, des composantes actuelles de la coalition gouvernementale. Donc pas aux dépens de Naftali Bennett, de Moshe Kahlon et des partis religieux. Donc qu'est-ce qu'il restera pour une éventuelle nouvelle composante pour le Parti travailliste s'il rejoint le gouvernement, pour l'Union sioniste et elle rejoint le gouvernement? Il restera peut-être le portefeuille très prestigieux du ministère des Affaires étrangères qui pour l'instant est réservé à Benjamin Netanyahou lui-même, donc c'est important, mais pas d'autres portefeuilles ministériels. Donc c'est une situation assez complexe. C'est vrai qu'il y a des tiraillements au sein du Parti travailliste, justement, entre la stratégie à adopter. Oui, bien sûr. C'est là, quand je disais tout à l'heure que Yitzhak Herzog a montré qu'il était un leader, il y avait au sein de l'Union sioniste certains députés qui disaient regardez avec un intérêt les propositions de Bibi Netanyahou. Il y a évidemment des divergences sur ce plan-là. Mais ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. On le saura tout à l'heure. Que va-t-il faire du ministère des Affaires étrangères? S'il le laisse vacant, c'est qu'il a probablement encore l'intention d'ouvrir sa coalition, peut-être de convaincre encore Avigdor Lieberman de revenir. C'est pour ça que je vous encourage à ne pas trop dire qu'il a de grandes chances d'aller en prison. On pourrait le retrouver. Non, mais moi je dis, moi je ne connais pas le dossier juridique de Lieberman, et donc je crois quand même un minimum de responsabilité du Premier ministre israélien lorsqu'il a un ministre des Affaires étrangères et qu'il lui propose encore ces derniers jours d'être ministre des Affaires étrangères, l'hypothèse que vous évoquez, qu'il puisse aller plutôt d'aller à Jérusalem. Non, mais vous ne pouvez pas dire que Herzog a proposé à Lieberman d'être ministre des Affaires étrangères. Ça suffit, là. Non, mais regardez des faits. Je dis simplement aujourd'hui. La gauche fait pareil, arrêtez de dire n'importe quoi. Non, mais la gauche n'est pas. Arrêtez de dire n'importe quoi, sérieusement. N'a pas formé la langue de bois et la démagogie, ça marche pas. Il n'y a pas de langue de bois. On n'est pas en France. Vous dites qu'effectivement, il y a un risque que Lieberman aille en prison. J'espère. C'est votre souhait. Je dis simplement, attention. S'il ne nomme pas de ministre des Affaires étrangères ce soir, c'est qu'il conserve peut-être ce poste pour
élargir sa coalition et peut-être pour convaincre Lieberman de revenir, de faire marche arrière. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est que c'est une coalition d'opportunisme, comme l'a dit Lieberman, et je reviens sur le chiffre que vous avez donné, c'est vrai, il y a 75% des Israéliens qui n'ont pas mis leur bulletin de vote pour Bibi Netanyahou et qui effectivement aujourd'hui regardent un petit peu ce presque cirque que mène Bibi Netanyahou avec effectivement un système électoral, et je vous rejoins, complètement anachronique, qui fait qu'avec 75% de gens qui ne votent pas pour vous, vous êtes capable de diriger le pays. Et c'est assez triste. Vous êtes d'accord, pas sur les chiffres, mais au moins sur la... On a 80% des gens donc n'ont pas voté Herzog. Hein, donc on est changement de système électoral. Est-ce qu'on serait arrivé justement au même type de problème si Herzog avait été chargé de former une coalition? Est-ce qu'il aurait dû aussi... C'était dans tous les sondages, même les sondages qui étaient le plus favorables à l'Union sioniste, on voyait mal comment Yitzhak Herzog aurait pu rassembler une coalition gouvernementale. Il aurait pu le faire peut-être, mais avec les partis ultra-orthodoxes, peut-être avec Lieberman. Est-ce que Lieberman aurait pu siéger avec le parti de gauche Meretz et inversement? Donc les scénarios de coalition gouvernementale dirigés par Yitzhak Herzog étaient tout de même peu probables. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister. Les nuages commencent à s'accumuler autour d'Israël au niveau international. On sait que les pressions vont s'accentuer. On sait que la France a l'intention, par exemple, de déposer une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le règlement du conflit israélo-palestinien. Sous pression des Américains, elle le fera plus tard que prévu. L'accord en gestation avec le nucléaire iranien, les sanctions au niveau européen sur les produits manufacturés dans les territoires de Cisjordanie, tout cela, et les déclarations de Benyamin Netanyahou sur son refus d'un État palestinien, tout cela fait que les pressions vont encore une fois s'accumuler autour d'Israël. Et Benyamin Netanyahou le sait, il en a conscience, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il lui faut, je reviens sur cet aspect-là, il lui faut quelqu'un dans son gouvernement sur sa gauche. Et peut-être que le portefeuille des affaires étrangères laissé vacant, pour l'instant Netanyahou sera son propre ministre des Affaires étrangères, peut-être qu'il sera confié, pourquoi pas, à une personnalité qui ne fait pas partie actuellement de la vie politique, mais qui est bien vue par la communauté internationale, par l'Europe, par les États-Unis, peut-être un ancien Premier ministre travailliste, peut-être une personnalité de poids qui pourrait rassurer la communauté internationale. Bon, on va suivre ça, on retrouvera Daniel Aïka dans le prochain Flash, évidemment, en direct de Jérusalem. Toujours pas d'annonce à l'heure qu'il est. Merci Benjamin Lashkar, merci Pierre Besnénou, merci à vous Dror Even-Sapir. Situation politique toujours aussi compliquée, mais ça devient une habitude en Israël au fil des élections. Merci à vous.